Bon, je sais pas de quel côté de la ligne il faut que je me mette. On a une petite session d'improvisation pendant 3/4 d'heure, donc ça a fait un échauffement puisque je vais un peu improviser pour vous parler de s'affranchir de la ligne. Alors je pense que tout le monde s'affranchit un petit peu de la ligne. Moi pour ma part, comme Bruno, vous voulez que je parle un petit peu de ça, donc rapidement, moi j'ai 39 ans, en fait j'ai fait une école de commerce, je suis arrivé à Subdeco Paris en 95, donc ça remonte à maintenant une petite vingtaine d'années. Et puis avec en tout cas deux prises de conscience peut-être. La première, c'est que j'avais le sentiment, enfin je sais pas s'il y en a qui connaissent ces écoles ce type d'école de commerce, mais en fait on nous présente un petit peu comme finalement c'est l'aboutissement de concours, etc. Et c'est un modèle quand même assez élitiste et où finalement on arrive et on a 18 ans, 18-19 ans et on nous dit bah vous êtes l'élite, vous êtes la crème ou etc. Moi je trouvais que ça déjà c'était un premier truc qui me tiquait un petit peu à l'oreille, parce que j'avais le sentiment qu'on était pour un certain nombre d'entre nous, évidemment avec certains talents, certains mérites, on avait travaillé un petit peu, mais que c'était pas un mode de sélection. Enfin, un certain nombre d'autres personnes n'avaient pas eu forcément les mêmes occasions de pouvoir développer leur talent et puis pouvoir être sur les mêmes bancs de l'école que nous. Donc, je trouvais qu'il y avait une petite imposture derrière ce système-là. Le deuxième, c'est que dans ces écoles de management, on apprend finalement à vivre, on est amené ensuite à contribuer, à rentrer dans l'entreprise, à venir contribuer dans l'entreprise ou etc. Et sans sombrer dans la caricature, je trouvais que la présentation qu'on nous faisait de l'entreprise était une vision qui me paraissait quand même assez desséchée. Parce que plutôt que qui était quand même assez centré sur la dernière ligne du compte de résultat, sur le TRI à 15%, alors ça a peut-être évolué depuis une vingtaine d'années, là où il me semble que l'entreprise, évidemment, il se passe bien d'autres choses et que la raison d'être d'une entreprise ne peut pas se limiter à cette recherche du profit, même si évidemment c'est une condition, c'est un élément important, mais on n'embarque pas un collectif, une équipée pour créer, inventer, créer de la valeur, comme un certain nombre disent souvent, si on se contente juste d'emmener le collectif à travers finalement juste une vision chiffrée. Et donc quelle est la raison d'être de l'entreprise? Et donc 95, je sors en 98-99, donc c'était l'époque, c'était juste avant 2000, donc il suffisait de pondre 4 ou 5 slides, éventuellement avec 2 ou 3 fautes d'orthographe, et on arrivait à lever quand même quelques millions pour monter les sites web. Moi, je me suis retrouvé en majeure création d'entreprise, que j'adore l'entrepreneuriat. Je pense que l'entreprise est un formidable vecteur de création, de mobilisation, de mouvement pour la société. Et on s'est retrouvé avec un autre copain, donc nous on était les seuls à vouloir monter une association quand tout le monde était en train de monter des startups. Et donc notre dossier lui faisait pas 4 pages, il en faisait plutôt une vingtaine, et on a levé 89 600 francs, je m'en souviens encore, à la délégation interministérielle à la ville. Et puis grâce à Martine Aubry, on a aussi eu le droit à 3 emplois jeunes qui nous ont permis de nous payer au SMIC pour créer Sport sans frontières, qui est devenu depuis Play International, qui est une ONG qui a pour vocation de favoriser l'accès à la pratique sportive dans les pays en développement, mais le sport comme outil d'éducation, de reconstruction, d'accès à la santé. Voilà. Et puis depuis, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, on vit dans une société où il y a beaucoup trop de personnes qui sont sur le bord de la route, qui travaillent pas ou qui ne travaillent plus pour tout un tas de raisons. Le handicap, le fait de pas être 10 minutes. Le handicap, le fait de ne pas avoir eu accès à l'éducation, à une qualification, ou tout simplement un accident de parcours, un accident de vie, qui fait que ça devient difficile de retrouver la lumière quand ça fait 2, 3, 5, parfois plus longtemps qu'on n'a pas travaillé. Et donc de là, je me suis dit, comment
réconcilier l'entreprise et utiliser l'entreprise comme un outil pour pouvoir construire une société, on va dire, un petit peu plus inclusive. Et donc, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'insertion par activité économique. Pour la faire simple, c'est des entreprises d'insertion. Donc aujourd'hui, je dirige un groupe associatif. La particularité, c'est que la holding est une association. Dont la vocation, c'est de permettre à ces personnes qui connaissent des difficultés de pouvoir remettre le pied à l'étrier par le travail. Alors pour ça, il faut qu'on crée des entreprises, donc des entreprises tremplins. On en a 9 aujourd'hui. Alors c'est des petites entreprises. Aujourd'hui, on a à peu près 600 collaborateurs, avec comme principe un petit peu particulier qui est qu'à la différence d'une entreprise bien gérée, on passe notre temps à se séparer de nos meilleurs éléments pour réembaucher des personnes qui ont pour elles deux choses assez précieuses, mais c'est pas la qualification évidemment, c'est pas l'expérience professionnelle, mais c'est la motivation à travailler. Il faut qu'on sente quelque chose, il faut qu'on sente un moteur quand même individuel, et puis la motivation évidemment à avancer dans sa vie. Alors ces entreprises tremplins, je vais faire simple, comme son nom l'indique, c'est d'abord des entreprises, c'est-à-dire que on travaille avec aujourd'hui un peu plus de 250 clients, et puis que ce soit des entreprises du CAC 40, ça peut être L'Oréal, Veolia, SFR, ou des PME, des startups. Évidemment, l'idée c'est de leur proposer un service qui fasse que ce soit pérenne et donc qui soit compétitif, qui soit efficace. On travaille dans la logistique e-commerce, dans le transport écologique de marchandises, dans la logistique de BTP, dans l'économie, on a un certain nombre de services aussi dans l'économie circulaire. Et c'est ce rapport client-fournisseur, cette pédagogie aussi du client qui pour nous va être le driver des parcours de réinsertion, parce que l'idée c'est pas de monter, d'imaginer un petit monde un peu merveilleux pendant 12 mois ou 24 mois pour nos collaborateurs, mais c'est bien de les préparer le mieux possible à ce qui va être, ce qui est le monde du travail quand ils vont nous quitter. Et donc notre mission, c'est la lutte contre l'exclusion, et notre conviction, c'est qu'elle ne peut pas se faire sans l'entreprise. Ça n'a pas de sens, c'est un non-sens que de dissocier le social et l'économique, et pour tout un tas de raisons, alors politiques avec l'État-providence, on a eu tendance comme ça à séparer le business du social. Alors il y a les mères Teresa d'un côté et les Bill Gates de l'autre. Ça nous semble être un système qui non seulement n'a pas forcément de sens, mais qui en plus de ça, de toute façon, est à bout de souffle. Et donc, c'est comment agir ensemble, les entreprises et puis des acteurs comme nous, pour réintroduire peut-être la fragilité dans l'entreprise, parce que les entreprises, avec un certain nombre d'évolutions ces dernières années, ont perdu finalement cette, parfois, je ne vais pas faire des généralités, mais ont perdu quand même cette capacité à laisser la place à la fragilité dans l'entreprise, et oublier que on tire individuellement ou collectivement parfois un certain nombre de nos forces justement de l'acceptation de ces fragilités, de la compréhension de ces fragilités et du fait que on va parce que ça permet d'imaginer, ça permet de regarder les choses de façon différente, etc. Donc après ça se traduit comment ça se traduit comment ces partenariats. Le premier, c'est la relation client-fournisseur, et donc effectivement on bouscule un petit peu les entreprises pour leur dire venez travailler avec nous, on est capable de travailler avec vous. Je prends par exemple un exemple, il y a L'Oréal par exemple qui a un programme qui est assez intéressant de Solidarity Sourcing, c'est-à-dire que maintenant ils ont franchi quand même un cap. Ils disent maintenant à chaque fois qu'on va acheter une prestation ou qu'on va mettre en place une prestation, on va attendre aussi du fournisseur qui nous démontre sa capacité à avoir un impact local positif en matière de lutte contre l'exclusion. Moi L'Oréal, les crèmes de beauté, etc., on n'y connaît rien du tout à Arès. Mais on s'est posé autour d'une table, on a fait un petit peu de brainstorming, et maintenant on a une vingtaine de salariés qui travaillent pour L'Oréal à entretenir ce qu'on appelle la vaissellerie de laboratoire, c'est-à-dire ils ont un laboratoire européen avec 800 laborantins, et donc on a 20 personnes qui ne travaillaient pas, qui n'y connaissaient rien, et qui maintenant font partie du processus finalement de production de R&D de L'Oréal. Donc c'est possible à travers ce type de collaboration. Le deuxième enjeu,
c'est les passerelles. C'est-à-dire comment les entreprises viennent recruter chez nous et comment nous, on va aider nos collaborateurs à être des bons chercheurs d'emploi et être capables d'identifier les opportunités dans les entreprises. Donc organiser ces passerelles RH qui vont faire qu'on va arrêter de se regarder en chien de faïence et on va essayer de bien comprendre quel est le besoin de l'entreprise et de leur dire, ben voilà, notre collaborateur, voilà ce qu'il sait faire, voilà quelles sont ses compétences, voilà quelles sont ses motivations, ses aptitudes et comment on va pouvoir finalement servir de cabinet d'outplacement parce que quelqu'un qui a eu un parcours un petit peu chaotique, eh ben, il est souvent vu, et tout particulièrement en France, on a du mal avec l'échec, et donc c'est important d'avoir le petit coup de pouce. On a voulu aller un petit peu plus loin, en se disant, mais finalement, nous on apprend des métiers pour pouvoir mener à bien notre mission sociale, mais on pourrait aller un cran plus loin et mettre cette logique de lutte contre l'exclusion vraiment un petit peu plus au cœur du fonctionnement des entreprises, et puis finalement un petit peu comme un coucou, de venir utiliser le savoir-faire des entreprises pour mener à bien notre mission sociale. Et donc, on a imaginé ça, on en a déjà monté deux. Je vais en prendre une comme exemple, et puis comme ça m'amènera à terminer en conclusion, puis après on laissera la parole aux échanges. On a inventé un modèle de joint venture à vocation sociale. C'est quoi? C'est de dire, on avait envie de s'attaquer à l'intégration des personnes en situation de handicap et de favoriser l'accès à l'entreprise classique. Vous savez qu'il y a au handicap physique, mental, ou enfin se double un handicap social, un handicap à l'accès à l'emploi. 480 000 personnes en France aujourd'hui sont en situation de handicap et n'ont pas de travail. Elles ont plus de 2 fois plus de chances de ne pas en avoir. Et donc nous on s'est dit on va monter une entreprise spécialisée dans la logistique e-commerce. Je passe sur le pourquoi, mais il y avait tout un tas de bonnes raisons à ça, pour leur permettre de retrouver confiance en elles et puis de rebondir dans l'emploi. Mais la logistique e-commerce, il y a des logisticiens qui savent faire ça probablement mieux que nous. Et donc on a été faire un petit peu le tour des popotes. On est tombé sur ce qui s'appelait à l'époque Norbert d'Entresangles, maintenant XPO Logistique, qui est un grand groupe, des leaders mondiaux dans le domaine, et de leur dire si on alliait votre savoir-faire, votre métier, vos équipes, vos processus, vos systèmes d'information, pour qu'on puisse monter cette entreprise, cette nouvelle entreprise tremplin, un petit peu d'un nouveau genre, et marier notre capacité à manager, à accompagner socialement, professionnellement des personnes en situation vulnérable. Et ça, du coup, c'est plus quelque chose qui coûte à l'entreprise, c'est quelque chose qui permet finalement à l'entreprise de mettre à disposition, de mobiliser ses ressources humaines. Donc ça peut avoir un intérêt pour elle, y compris d'ailleurs pour certains hauts potentiels de se former là-dessus, et puis de valoriser finalement les savoir-faire qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Ça permet vis-à-vis de clients ou sur son marché de dire nous on est un petit peu différent, on est attentif au monde qui nous entoure, à l'environnement qui nous entoure, et il y a quand même un certain nombre de clients qui sont quand même de plus en plus sensibles à ça. Et donc c'est de dire comment marier les intérêts, je dirais, de l'entreprise avec l'intérêt général. Et de conjuguer les deux, parce que c'est ça qui nous permettra de changer d'échelle et d'aller beaucoup plus loin. Et ça permet de changer les lignes, pour revenir, franchir une ligne. Je pense que XPO, en faisant ça, franchit une ligne, et leurs équipes franchissent une ligne, parce qu'au départ, ils étaient là, on va monter un truc à but non lucratif. Et ils me regardaient avec des yeux comme ça, on va faire du social. Je peux vous dire, XPO à la base, c'est pas du tout une boîte philanthropique dans le code génétique. Mais finalement, ils se sont engagés, ils se sont impliqués, et ils se sont aperçus, d'abord je pense que nous on a appris beaucoup évidemment d'eux, eux ont beaucoup appris de nous, de cette approche un petit peu différente, un peu iconoclaste, et cette expérience fait que non seulement les uns et les autres on en ressort grandis pour nous-mêmes, mais en plus de ça, il y a une entreprise qui a été créée il y a 3 ans, qui aujourd'hui fait travailler un petit peu plus de 50 personnes, qui grandit. Là, on vient d'ouvrir en Rhône-Alpes, et qui est solide parce qu'elle est appuyée sur des intérêts, une volonté et des convictions communes, des valeurs partagées, et en même temps des intérêts bien sentis des deux côtés qui font que du coup on a envie de continuer à pédaler. Voilà ce que j'avais peut-être à vous dire pour commencer. C'est Thibaut. Quelques questions? Qui a une question? Non? Alors moi j'en avais une, Thibaut. Les gens donc, que tu
que tu récupères, on va dire, et que tu emmènes dans les entreprises. Est-ce que vous les accompagnez de façon psychologique, parce que c'est des gens qui ont vécu des choses difficiles. C'est quoi en fait le package, on va dire, pour quand tu as des gens qui arrivent comme ça à la porte de Arès et que tu les emmènes ensuite chez L'Oréal, ou est-ce que voilà, quel est le package rapide pour accompagner ces gens au-delà Très rapidement, évidemment, quand les collaborateurs arrivent chez nous, ils sont fragilisés. Enfin, l'absence d'emploi, en fait, surtout dans notre société, fait que le point commun, finalement, c'est que d'abord, on n'a plus confiance en nous. Et puis, en plus de ça, quand on n'a pas confiance en soi, on a aussi du mal à avoir confiance en les autres, ce qui entraîne après derrière des comportements qui sont pas forcément toujours adaptés. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, c'est de travailler sur ça. Donc, on a un dispositif ensuite d'évaluation avec les collaborateurs au premier mois, puis ensuite après derrière tous les 3 mois, qui est assez élaboré pour permettre de définir avec la personne et de valider avec chacun de nos collaborateurs où on en est et où on va, et de définir un contrat d'objectif pour les 3 mois qui viennent. Donc c'est quand même assez timé. Évidemment, c'est important que les personnes soient accompagnées, parce que quand je sais plus, je crois qu'il y a près de 60% des personnes qui arrivent chez nous, par exemple, qui ont un gros problème de logement, plus de la moitié aussi qui ont des problèmes ou de handicap ou de santé, des personnes qui vont avoir des problèmes de papier, d'endettement, etc. Et que évidemment, quand on a toutes ces difficultés-là, c'est difficile d'être bien au travail, c'est difficile d'être à soi et puis d'être avec les autres. Donc, on a des chargés d'accompagnement qui les aident à serrer et régler tous ces problèmes-là. On n'est pas dans l'assistanat, mais évidemment, on peut pas s'en sortir seul quand on est vraiment au fond du trou. Puis surtout que je peux vous dire que quand vous êtes en situation d'exclusion, il faut avoir fait Polytechnique pour pouvoir vous en sortir avec la complexité des systèmes dans lesquels on est. Donc il y a cet accompagnement-là, puis il y a un accompagnement aussi, on va dire, professionnel. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et quel est le champ des possibles? Donc travailler sur le projet professionnel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un tas d'actions qui sont faites là-dessus pour que chacun se détermine et puis soit en capacité de choisir vers où il a envie d'aller, vers où il est capable d'aller, et évidemment que ça corresponde aussi à des besoins sur le marché du travail, d'où ce travail très, très en lien avec l'entreprise. Moi, peut-être que, ce que j'avais envie de vous dire au-delà de cette question, parce que je trouve que le thème là, s'affranchir des lignes et franchir des lignes, c'est un thème sur lequel, à mon avis, je pense que chacun se pose des questions sur ce sujet. Enfin, je pense que c'est pas la première fois que vous vous posez cette question-là. Elle nous traverse tous à différents moments de façon peut-être plus ou moins aiguë dans la vie, mais je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez Edward Snowden, lui c'était la NSA, il y a Erin Brockovich, ça avait fait aussi un joli film. Enfin, c'est lanceurs d'alerte dont on parle. Je suis sûr que si je faisais un petit sondage ici, qui est pour le principe des lanceurs d'alerte ici? Est-ce que vous avez envie de les défendre quand ils se font attaquer et condamner en justice? On est d'accord? Exactement, et Alexandre Deltour qui est à l'origine de LuxLeaks. Il est toujours, lui il risque 3 ans de prison et puis je sais pas combien de centaines de milliers d'euros d'amende pour avoir dénoncé le système de défiscalisation du Luxembourg, pendant que celui qui en est l'auteur est président de la Commission européenne. Mais au-delà de ça, en fait, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais j'étais sur mon scooter et je me disais, mais en fait, on est tous... Enfin, ce qui serait bien, c'est qu'on assume tous le fait qu'on peut tous être des lanceurs d'alerte. Mais nos petits lanceurs d'alerte, quoi, anonymes, à nous-mêmes. Ça veut dire quoi être lanceur d'alerte? Ça veut dire penser l'intérêt général. Se dire à un moment donné, assumer, agir même contre ses intérêts. D'une certaine manière, parce que c'est une prise de risque en tout cas, qui est quand même relativement importante. Et finalement, évidemment, on vit tous avec un champ de contraintes. La famille, comment je vais payer la baraque, dans l'entreprise, le chef, un peu la politique, comment le directeur marketing machin, comment je vais me placer, comment il va entendre ce que je dis, ou etc. Et ça finalement, et puis même avant, enfin dans les écoles ou la pression sociale qui peut peser parfois un petit peu sur nos choix.
Et c'est un enjeu terrible que de se dire où est-ce que je mets le curseur pour quand même m'affranchir un petit peu de tout ça et jusqu'où je mets la prise de risque là-dessus pour pas se retrouver à 60 ans à se dire merde en fait entre qui je suis, quelles sont mes convictions, mes valeurs, ce en quoi je crois et la manière dont j'ai agi en toute chose, dont j'ai pu prendre mes décisions, où j'ai pu me comporter, est-ce que tout ça, il y a une cohérence, quoi ? Est-ce que je me suis pas perdu un petit peu en route là-dessus ? Et c'est hyper facile, on se perd tous en route à un moment ou à un autre. Enfin, c'est jamais évident. On se pose d'ailleurs des questions. On ne sait pas si on a bien fait ou est-ce qu'il faut avoir le sens du compromis ou pas. Mais moi, j'aime bien vraiment ce thème, parce que c'est un thème qui, je pense, qui nous pose question permanente. Mais juste pour vous dire, je pense qu'on peut tous, à n'importe quel endroit où on n'a pas besoin d'être Mère Teresa pour pouvoir être en empathie avec le monde dans lequel on vit et avec la détresse humaine. Ça ne veut pas dire que vous allez inviter tous les sans-abri dans votre 2 pièces ou etc. Mais je pense que vous avez tous des leviers. Nous avons tous des leviers pour faire notre part, comme dit Pierre Rabhi. Et finalement, franchir des lignes une fois de temps en temps, s'affranchir un petit peu de ça, non seulement c'est une manière de prendre sa part, et puis en même temps, pour reprendre l'exemple, le mot de Grisha, c'est aussi faire un cadeau aux autres, quoi. Et on se fait un cadeau à soi-même, on fait un cadeau aux autres. Moi, j'aimais bien c'est en fait en faisant plaisir à l'autre, on se fait plaisir à soi-même, ou etc. Je pense que avec la solidarité, avec l'attention aux autres, d'être fier du monde dans lequel on vit et puis du monde qu'on a envie de laisser au suivant, il faut qu'on apprenne à franchir nos propres lignes. Merci beaucoup. Merci Thibaut. J'avais juste encore peut-être une toute petite question, c'est ce que tu viens de nous dire, est-ce que c'est ton argumentaire principal quand tu es en face du patron de la logistique de L'Oréal, ou est-ce qu'il y a aussi quand même l'argumentaire ça va vous coûter moins cher, ou est-ce qu'ils sont vraiment sensibles à ça, est-ce que c'est l'argument principal pour lequel ils viennent travailler avec toi ? Bon, ça dépend d'abord de à qui j'ai affaire. Hein. J'ai d'abord la phase, c'est quoi, d'analyse, d'analyse de la personne que j'ai en face. Mais je dois avouer que c'est quand même assez symptomatique, mais c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir ce genre de discours-là. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu anormal. Je sais pas, par exemple, avec le PDG. Si je parle avec le PDG, je vais pouvoir être beaucoup plus libre en fait, parce qu'en fait c'est parfois malheureusement le seul qui a vraiment la liberté de franchir ses propres lignes. Vous regardez l'exemple par exemple de Thomas Buberl, je ne sais pas si vous avez vu là, qui va prendre la succession de Henri de Castries là, qui vient d'annoncer que AXA maintenant n'investira plus et va désinvestir dans le monde du tabac. Parce que la cigarette, c'est à l'origine de 500 000 morts par an, ou etc. C'est un non-sens pour AXA. Donc, c'est 2 milliards d'euros qu'on va retirer de ce truc-là. Il franchit une ligne en faisant ça, parce que mais en fait, tout l'enjeu, c'est que dans nos entreprises et dans notre société, en fait, on crée les conditions, et ça, je pense que c'est la principale responsabilité des managers et des dirigeants, c'est de donner la possibilité à son organisation et aux personnes qui sont à l'intérieur de pouvoir franchir des lignes avec des principes, mais de se dire, non, ce qui n'est pas possible, ce qui est contraire à nos convictions, à nos valeurs les plus profondes, on ne doit pas y aller, ou au moins on doit avoir la possibilité d'avoir un devoir d'alerte. Là où en fait c'est pas toujours le cas. Donc pour répondre concrètement à ta question, un directeur des achats, je sais qu'il a quand même aussi la pression sur ses achats, sur combien il va démontrer à son chef de baisse de coûts, etc. Donc je vais d'abord lui parler de ça. Et si en plus de ça, ça l'intéresse, je vais lui dire, tu sais, en faisant ça, voilà à quoi tu contribues, et je vais pouvoir le sensibiliser pour que peut-être demain, ça devienne quelqu'un qui va aller encourager d'autres à le faire. Mais c'est et l'un et l'autre, parce que on peut pas demander aux gens de s'écarteler entre 2 objectifs comme cela. Merci Thibaut.